Merci Rory. Merci d'abord d'avoir décentré notre regard. Pour cette présentation géographique qui montre qu'effectivement les idéations, les conceptualisations stratégiques sont forcément dépendantes de la manière dont on regarde le globe. Deuxième point, c'est d'avoir montré qu'il y avait d'autres constructions géopolitiques que celles qui ont notamment été développées autour de la Chine dans cette conférence, dans le cycle de cette conférence, notamment les conférences précédentes, de montrer qu'il y avait une alternative. J'avais une question qu'on ne répondra peut-être pas tout de suite, mais peut-être pour solliciter les historiens qui sont dans cette salle, les collègues historiens, c'est que c'est vrai que les alliances maritimes, elles sont plutôt définies par une forte homogénéité, une relation du centre à la périphérie. Voilà, les alliances maritimes d'Athènes, les alliances maritimes autour de la Sérénissime au XIIIe siècle, d'une certaine manière le Commonwealth ou l'alliance entre les États-Unis, l'alliance transatlantique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Or là, on a une zone qui est quand même extrêmement hétérogène, sans centre évident, sauf à admettre que c'est un centre politique qui serait les États-Unis. La pondération australienne, elle est importante, mais on voit bien que même si elle se trouve au milieu de cette zone, elle ne définit pas encore un centre politique ou stratégique de notre monde actuel. Alors, je dirais, voilà, ça c'est la question pour les historiens, s'ils peuvent nous donner. Il y a peut-être d'autres contre-exemples, il y a peut-être des alliances maritimes, au contraire, qui sont caractérisées par, peut-être pas une aussi forte hétérogénéité, mais en tout cas de l'hétérogénéité. En tout cas pour nous Français, et c'est bien de l'avoir rappelé à la fin, la possibilité d'envisager autre chose, notamment pour représenter aussi les intérêts de la France dans cette région. La France est positionnée dans le Pacifique, mais aussi la France y insiste notamment dans les relations qu'elle a, dans les partenariats qu'elle a dans cette région, Singapour, le Japon, l'Australie, beaucoup, à travers cet accord que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas simplement la vente de contrats de sous-marins, mais un partenariat stratégique, pour définir aussi sa conception de la liberté sur les mers, de la liberté de l'échange, d'une conception qui est finalement ouverte des relations internationales. Donc c'est aussi pour nous évidemment quelque chose auquel on peut politiquement et stratégiquement se raccrocher, même si évidemment le concept doit être, comme je le disais d'emblée, questionné. Et peut-être par là, je passe la parole à Bruno, sauf si tu veux commencer par un autre angle, mais tu as la liberté totale. Non, merci Louis. Il était très tentant avec un titre comme celui-là de faire un grand échange de géopolitique et d'histoire, mais je vais plutôt être plus concret. Mais avant cela, je voudrais quand même me féliciter du fait que Rory Metcalfe soit ici, non seulement parce que je crois qu'il est important pour nous d'être exposés à la vision australienne du monde, vision qui est aux antipodes de la nôtre sur le plan géographique, mais comme tous ceux d'entre nous qui s'en sont rendus compte au cours des 10 dernières années, n'est pas du tout aux antipodes de la nôtre sur le plan stratégique. Et je voudrais rappeler que Rory est à l'origine, et j'ai participé aussi, des premiers dialogues stratégiques informels à partir de 2010, qui ont créé un milieu franco-australien de la réflexion stratégique et qui a fait partie du terreau sur lequel a commencé à se bâtir une relation de confiance au-delà de celle naturellement qui existe depuis fort longtemps entre nos marines qui coopèrent depuis très longtemps dans la région. Je me souviens notamment d'un échange en Nouvelle-Calédonie avec des officiers australiens au début des années 2000, et les officiers australiens, c'était ma première exposition à la pensée australienne, disaient tout simplement, vous savez, nous quand on se retourne ici, on regarde qui est autour et il n'y a pas grand monde à part la France. Et pourquoi est-ce que je mentionne ce point d'histoire immédiate? Parce que c'est aussi le moment où nous avons dépassé plutôt ce qui a été pendant très longtemps le contentieux majeur et l'obstacle au développement des relations franco-australiennes dans le domaine stratégique et de la défense, c'est bien sûr la question des essais nucléaires. Donc après l'arrêt définitif en 1996, il y a eu peut-être un délai de décence, et puis nous avons pu ensuite repartir du bon pied. Et je ne dis pas ça pour féliciter seulement Rory ou pour nous féliciter collectivement, car
Je crois même qu'ici, il y a certaines personnes qui ont participé aussi à ce développement d'une relation nouvelle avec l'Australie, mais pour mettre en perspective aussi ces grands contrats dont on parle beaucoup, notamment le contrat sous-marin. Je crois qu'il faut véritablement le voir, parce que c'est aussi comme cela que c'est vu à Canberra et à Paris, comme un élément, alors un élément majeur désormais, certes, mais un élément d'une relation stratégique plus large. On a parlé de fiançailles, de mariage, peu importe, un Pax peut-être, j'en sais rien, bon, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, je voudrais souligner cet élément de contexte. La deuxième raison pour laquelle je crois qu'il est important pour nous, Français, d'être exposés à la vision australienne des choses, et je crois que, sauf erreur de ma part, Louis, c'est le premier conférencier australien que nous recevons à la chaire, c'est qu'il y a, et je peux en témoigner personnellement, une vision particulière du monde en Australie, et j'allais dire, pardon à tous mes amis anglais ou américains qui pourront être ici, mais c'est une vision qui a l'intelligence stratégique anglo-saxonne sans le bagage historique que nous avons dans les relations avec les Anglais et les Américains. Voilà. Je le dis ça avec beaucoup d'amitié. Ceux qui me connaissent savent que j'ai énormément d'affection et de respect intellectuel et personnel pour la Grande-Bretagne et pour les États-Unis. Et puis sur la troisième raison, bien sûr, parce qu'il ne l'a pas dit, mais l'Indo-Pacifique, c'est lui. Autrement dit, c'est lui qui a porté cette vision depuis plusieurs années, et une vision qui a été endossée par le gouvernement australien, et qui est devenu un objet politique. Alors, parce que tout cela, bien sûr, Rory nous a, à juste titre, replacé ce concept dans une lignée historique et géographique, mais dire Indo-Pacifique, c'est déjà faire de la politique, et c'est comme ça que c'est vu, bien sûr, à Pékin notamment. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser, lorsque j'ai vu la fameuse carte australienne, à des souvenirs très lointains. Les cartes influencent notre manière de penser, c'est une évidence. Moi, j'ai eu cette carte dans mon bureau, bien avant que je te connaisse, Rory, pendant des années. C'était ma carte du monde. Et je peux vous assurer, quand on a ça pendant des années comme carte du monde, ça met du temps, ça met 2 ou 3 ans. Mais non, je n'étais pas là, je n'étais pas présent à la création. Mais oui, celle-là, oui, je l'ai eue pendant des années sur mon bureau, et quand on l'a en face de soi pendant plusieurs années, ça finit véritablement par influencer notre vision du monde. Il faut plusieurs années, pourquoi ? Parce que nous avons été marqués, bien sûr, par toutes nos cartes, surtout pour les plus anciens d'entre nous, par les projections, les terribles projections de Mercator. Et à ce propos, j'ai appris la géographie dans les années 70 avec une carte classique dans laquelle on voyait la France au milieu, avec cette abominable projection de Mercator. Et la première phrase de mon premier cours de géographie avait été la suivante : la France est au centre des terres émergées. J'étais fasciné par cette phrase parce que d'abord, elle était forte et prononcée avec force par un professeur que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais je crois que tout de suite, ça a développé mon sens critique sur la géopolitique, parce que je me disais, ben oui, mais il suffit de la retourner ou il suffit de la bouger, et on n'est plus ensemble. Mais pourquoi est-ce que je rappelle ce souvenir ? Tout simplement parce que le professeur qui portait cette vision était sincèrement persuadé que la France était au centre du monde, parce que lui-même était porteur d'une tradition, d'une certaine manière de voir les choses, et que finalement on finit par ne plus réfléchir aux images que l'on voit. Alors à propos de centre du monde, Louis s'en souviendra sûrement, la mode pour le centre du monde, c'était dans les années 80, deux brillants énarques avaient publié un livre qui s'appelait « Le Pacifique, nouveau centre du monde ». Voilà. L'un d'eux, d'ailleurs, est aujourd'hui un brillant écrivain, d'ailleurs. Et donc, c'était la mode des années 80, c'était le Pacifique serait le nouveau centre du monde. Un prospectiviste dont je tairai le nom ce soir parce qu'il est encore très actif sur la scène médiatique, disait et écrivait à l'époque, alors, le pays de demain, le pays qui va tous nous bouffer, c'est le Japon. En revanche, il y a bien un pays où là, il n'y a rien à en tirer, parce que, franchement, ils sont totalement arriérés, ils sont trop nombreux, ils sont mal placés, ils ne sont pas inventifs. Alors là, il y a un pays sur lequel il ne faut surtout pas miser, c'est la Chine. Voilà. Bon, je tairai le nom de ce célèbre prospectiviste, mais je repense à cette phrase aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a vu Emmanuel Macron
dire, en gros, je crois qu'il l'a dit littéralement, l'océan Indien, c'est le nouveau centre du monde. Alors simplement, c'était dit dans une optique très différente, bien sûr, des propos des années 1980 que je citais tout à l'heure, mais bien évidemment, là, c'est une parole très forte. C'est une parole très forte parce que... Avec l'Indo-Pacifique, on est sûr de ne pas se tromper. Exactement, mais d'ailleurs, j'allais y venir, l'Indo-Pacifique, c'est suffisamment large pour dire que de toute façon, on ne se trompera pas, l'Indo-Pacifique sera le centre du monde pour le XXIe siècle. Mais j'ai été frappé par ces paroles d'Emmanuel Macron parce que, effectivement, au-delà de la symbolique de sa visite, au-delà des aspects concrets de sa visite, c'est tout de même une parole très forte pour un président français. Et c'est finalement la première question que je voudrais te poser. Si tu pouvais développer pour l'auditoire ta vision précise de la France dans cet ensemble et notamment vis-à-vis du Quad. Le Quad n'est pas très bien connu en France, tu en as parlé, peut-être pourrais-tu développer un peu. Y a-t-il un débat sur la question de savoir si le Quad, donc ce format Japon, Inde, Australie, États-Unis, pourrait devenir un jour, même si les Indiens ne sont pas du tout intéressés, pourrait devenir un jour une alliance militaire de fait, même si elle n'était pas une alliance militaire de droit. Deuxièmement, quelle est la place justement de la France vis-à-vis de ce format Quad qui est de plus en plus structurant dans la gestion de l'Indo-Pacifique et notamment, bien sûr, vis-à-vis de la Chine. Est-ce que la France doit être, je n'ose pas dire la cinquième roue du carrosse, c'est intraduisible, mais le cinquième membre du Quad, est-ce qu'elle doit avoir une place séparée? C'est une interrogation, à mon avis, pertinente pour nous aujourd'hui. Par ailleurs, c'est ma deuxième question, je crois qu'il serait utile de passer, peut-être sans s'étendre, mais quelques minutes sur la manière dont le Japon aujourd'hui voit ce concept d'Indo-Pacifique. On a parlé un petit peu de l'Inde. Le Japon est l'un des pays du Quad. Comment voit-il aujourd'hui ce concept et son évolution? Pour ceux d'entre nous qui ne seraient pas familiers de l'Australie, il y a une relation très étroite, effectivement, entre le Japon et l'Australie aujourd'hui dans de nombreux domaines. Enfin, je voudrais profiter de ta présence pour que nous nous éloignions un tout petit peu du thème de l'Indo-Pacifique et que tu puisses nous dire quelques mots de la manière dont la Chine, qui est après tout le cœur de ce cycle de conférences, comment la Chine essaye d'influencer les débats australiens et comment Pékin aujourd'hui essaye de devenir un acteur politique en Australie. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que j'ai déjà un petit peu la réponse. Nous avons eu en effet à Canberra avec Rory il y a quelques mois des échanges tout à fait fascinants qui consistaient à comparer la manière dont la Russie tente d'influencer le débat politique européen et la manière dont la Chine tente d'influencer le débat politique australien. Peut-être pourrais-tu revenir sur cet échange, ou en tout cas, sans entrer dans une perspective comparative, peut-être pour l'éducation du public français, et j'en faisais partie lorsque j'étais à Canberra, nous en dire un petit peu plus, parce que ça a été pour moi en tout cas une vraie découverte. Dernier point. Je ne résiste pas à la fois parce que c'est l'une de mes marottes personnelles et aussi pour faire le lien avec la conférence de la semaine prochaine. Pourrais-tu nous donner quelques indications sur la manière dont ce concept a un impact ou n'en a pas, sur la manière dont tu vois les relations de dissuasion stratégique, mais non seulement nucléaire, mais j'allais dire le nucléaire, l'antimissile, la place des États-Unis comme protecteur de l'Australie. Nous avions eu, là encore, je ne cesse de tresser des couronnes à Rory, mais il le mérite, mais il avait été responsable d'un programme visant à essayer de savoir comment le développement des flottes sous-marines de dissuasion dans l'océan Indien allait modifier le comportement stratégique des puissances de la région. C'était un projet très ciblé, mais extrêmement intéressant. Bref, si tu pouvais développer un petit peu pour nous l'aspect dissuasion et défense antimissile de ce concept d'Indo-Pacifique, ce serait intéressant. Peut-être en terminant, et là encore, pour le bénéfice
d'un auditoire français qui connaît souvent mal l'Australie, peut-être en terminant sur la vision, les débats en Australie que vous avez sur l'Amérique de Trump et l'avenir de votre relation stratégique avec les États-Unis. Là encore, pour des auditoires européens qui sont certes très conscients des enjeux que nous avons et des débats sur l'alliance avec les États-Unis, vous avez, vous Australiens comme nous, vous avez eu d'abord un choc Obama, et vous pensiez que le choc Obama était passé, et non, vous avez eu un choc encore plus fort avec Trump, des chocs bien sûr, je m'empresse de le dire, de nature différente, mais souvenons-nous à quel point il y a 8 ans, nous étions extrêmement préoccupés déjà lorsque nous rédigions le livre blanc sur la défense en 2012. Nous avions cette interrogation récurrente en France, bien sûr, mais cette interrogation très profonde sur y a-t-il un mouvement de basculement des États-Unis en dehors de l'Europe. À l'époque, on disait vers l'Asie, mais aujourd'hui, avec Trump, on a eu une nouvelle réorientation. Et je crois qu'il est toujours intéressant pour nous Français, pour nous Européens, de savoir comment d'autres grands partenaires des États-Unis s'interrogent sur l'avenir de leurs relations stratégiques avec ce pays. Merci Bruno. Alors, Quad, alliance militaire de fait, place de la France, la position du Japon, les actions d'ingérence de Pékin, et puis la problématique des questions stratégique, dissuasion, etc. et la relation notamment avec l'Amérique de Trump dans cette conceptualisation. Voilà, ça va, c'est copieux. Hein. That's five. 5 petites questions, hein. Merci vraiment. Je vais faire ce que je peux. Bon, commençons par la France et le Quad. Et Bruno, tu as rendu les choses difficiles pour moi parce que chacune de ces questions vaudrait un discours d'1 heure. Mais bon, commençons par le Quad. Le Quad n'est pas encore une alliance et ça ne deviendra peut-être pas une alliance. Il y a un peu tendance à fétichiser le Quad. À la fois ses défenseurs et ses critiques ont tendance à le fétichiser. Mais moi, je dirais, pour commencer, ça me distrait d'avoir l'écouteur, pardon. Le fait que le Quad se soit formé comme un dialogue sécuritaire de contexte, vu les positions directes de la Chine, c'est parlant parce que c'est un point charnière. Cela montre la volonté de ces pays à affirmer leurs intérêts, quoi qu'en dise la Chine. Et je crois que j'ai une photo des 4 amiraux du Quad. Vous y étiez à Delhi, où il y avait ces 4 amiraux qui sont apparus sur la scène avec d'anciens responsables indonésiens et des journalistes indiens. Bon, c'était une apparition très calculée qui voulait montrer la normalité, la normalisation du Quad. Et le fait qu'il n'y ait qu'un 4 des amiraux, M. Harris, qui deviennent maintenant ambassadeurs en Australie, qui ait dit quoi que ce soit d'assez provocateur quant à la Chine, montre vraiment que c'est une normalisation salutaire du dialogue entre ces pays, 4 pays d'importance dans la région qui devraient pouvoir échanger leurs notes sur les questions stratégiques. Et voilà donc quels sont les 4 pays qui ont été les premiers à répondre au tsunami à Aceh et dans l'océan Indien en 2004. Et donc ça a été le début de la relation du Quad. Est-ce que ça deviendrait une alliance et quelle serait la place de la France? Je crois qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Il ne faut pas rejeter le Quad parce que ça n'est pas encore une alliance structurée et il ne faudrait pas non plus que la Chine en exagère la menace. Au lieu de cela, il faut continuer de normaliser la conversation stratégique. Les véritables caractéristiques d'une alliance, des obligations réciproques, l'interopérabilité, etc., tout cela, ça va prendre encore beaucoup de temps dans le Quad. On a déjà ces caractéristiques entre 3 États membres, les États-Unis, l'Australie et le Japon, mais l'Inde, c'est un peu l'intrus et il va falloir pas mal de temps avant d'avoir de véritables caractéristiques d'alliance dans la relation avec l'Inde. Donc, il faut avancer pas à pas.
Et je crois que la question de membres associés ou d'observateurs, de membres à part entière, tout cela, les choses ne sont pas encore assez institutionnalisées pour qu'on puisse se poser cette question, pour que ce soit vraiment une question pertinente. Et il y a eu des spéculations occasionnelles de la part de journalistes concernant la place du Royaume-Uni ou de la France en tant qu'État membre, le 5e ou 6e État membre du Quad. Le Sri Lanka a dit qu'il pourrait devenir membre associé, mais il est trop tôt pour se prononcer. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de relations bilatérales ou trilatérales. Et donc, je crois que le rôle de la France est de renforcer les bilatérales et peut-être les trilatérales avec d'autres. Il faut vraiment poser ces piliers. Il faut laisser se développer la relation sécuritaire franco-australienne de façon vraiment substantielle avant de parler de l'intégration de la France dans le Quad. Pour parler du Japon, c'est une question très importante parce que je n'ai pas assez passé de temps à parler de cela. J'ai vraiment accéléré. Mais le Japon a été l'un des grands défenseurs de l'Indo-Pacifique. Le discours d'Abe au Parlement indien à Delhi en 2006-2007, où il a il a utilisé un terme japonais qui se traduit comme le confluent entre les deux mers, a été vraiment le germe de ce système stratégique. Ça a été vraiment la première étape de la part d'un dirigeant politique pour développer une analyse qui équivaut à l'Indo-Pacifique. C'était une reconnaissance donc du déséquilibre de pouvoir croissant entre le Japon et la Chine. Le Japon a vu sa vulnérabilité, il a reconnu que ses intérêts étaient dans l'océan Indien et il a aussi identifié l'Inde comme un partenaire croissant. Et je crois aussi que le Japon a identifié que l'océan Indien était une zone de vulnérabilité également pour la Chine. Tout cela a du sens, il n'y a rien de sinistre à cela, ça a été assez sensé de la part de la diplomatie stratégique du Japon et ces 4 à 5 dernières années. Nous avons vu un retour spectaculaire à une diplomatie vraiment stratégique de la part du Japon autour du cadre Indo-Pacifique et c'est quelque chose dont on peut se féliciter. La différence entre l'Australie et le Japon est que le Japon a tendance à se concentrer sur l'Afrique dans sa construction de l'Indo-Pacifique. Sur ces diapos, on voit la stratégie Indo-Pacifique libre et ouverte et moi je dirais que le Japon ne peut pas vraiment faire la différence en Afrique, mais enfin le Japon ne peut pas faire la différence tout seul en Afrique, mais en partenariat peut-être avec l'Inde, il le pourrait. Donc il y a des domaines de différence, mais il y a une harmonie globale, une coordination globale. Et donc la question est de savoir, même si on ne pourra pas en parler, que se passera-t-il après Abe ? Et on pense que ces évolutions auront été intégrées dans les structures et institutions du Japon. Ensuite, la Chine et l'Australie. Et donc ça, c'est un de mes sujets préférés, et donc je vais faire preuve de prudence dans ce que je dis, mais comme nous vous l'avons dit à toi et à tes collègues quand vous êtes venus à Canberra en septembre, il y a eu beaucoup de changements en Australie quant à l'utilisation par la Chine de son influence et de certaines opérations d'ingérence. Il y a une histoire cachée et longue de la relation entre la Chine et l'Australie. Et ces 2 dernières années, c'est revenu à la surface avec des révélations médiatiques. Et ce que la communauté du renseignement australien a vu, certaines personnes associées au Parti communiste chinois ont essayé d'influer sur la vie de plus d'1 million de citoyens ou de ressortissants australiens d'origine chinoise. Et donc, ces 12 derniers mois, ça a été vraiment un véritable éveil. Et maintenant, il y a un retour en arrière. On en est à une période assez difficile. La classe politique australienne essaye de proposer de nouvelles lois pour limiter l'ingérence extérieure et il y a aussi de plus en plus de débats quant à la façon d'éviter, comment s'assurer, que l'on protège les institutions démocratiques australiennes contre l'influence du Parti communiste chinois sans que cela se transforme en xénophobie ou en suspicion généralisée contre la communauté chinoise en Australie, qui contribue énormément à l'économie et à la société. C'est une question difficile, mais on a vraiment sonné l'alarme internationale, et donc
des termes comme Chappao commencent à entrer dans le lexique mondial de la stratégie. Il y a des parallèles avec ce que fait la Russie, mais il y a certaines choses que fait la Russie qui sont plus troublantes que l'influence chinoise en Australie. Et puis le Royaume-Uni actuellement est confronté à une forme d'ingérence assez grotesque dans ses affaires intérieures, mais ça on pourrait dire que c'est un des extrêmes. Il n'y a rien de cela qui se passe en Australie, néanmoins l'Australie a vraiment l'œil sur l'ingérence chinoise. Et ensuite, concernant la dissuasion dans la région et Trump, bon ça ce sont deux thématiques éminemment liées. L'Australie, avec le Japon et la République de Corée, l'Australie est l'un des 3 alliés de l'Amérique qui sont très franchement engagés avec les États-Unis pour parler des intentions des États-Unis à les protéger de la coercition imposée par des nations asiatiques. Bon, ça n'est pas politiquement correct, mais c'est lié à l'essor chinois. La Thaïlande et les Philippines sont 2 alliés états-uniens, même si c'est dans une moindre mesure. Néanmoins, on n'a pas la même inquiétude existentielle explicite que celle exprimée par le Japon et la Corée. Il faut toujours que les États-Unis rassurent la Corée et le Japon qu'ils sont prêts à les protéger de tous les moyens, y compris nucléaires, contre les menaces de coercition comme celle de la Corée du Nord. Un américaniste dit que bon, vous, les Australiens, on vous étend le parapluie nucléaire. Bon, on vous laisse dire ça, vous les Australiens, mais en tout cas, on n'est pas en désaccord ouvert. Il y a une qualité différente dans la relation de dissuasion américano-australienne, mais vous pouvez être sûr que, en tant que pays dont les intérêts élargis, si vous regardez l'Indo-Pacifique, en tant que pays dont les intérêts élargis dépassent vraiment ses capacités nationales limitées à protéger ses intérêts, l'Indo-Pacifique, c'est notre zone d'intérêt stratégique, mais ce n'est pas une zone où nous pouvons faire la différence stratégiquement et de façon globale, étant donné nos capacités qui sont beaucoup plus limitées en Asie du Sud-Est et les marges du territoire australien. Et donc, nous avons un besoin désespéré de trouver des partenaires. Et bon, sauf s'il y a une évolution énorme dans les dépenses de défense et un changement de mentalité de défense, ou même si nous acquérons des armes nucléaires, ce qui est un tabou en Australie, bien sûr, il va falloir que nous dépendions de l'alliance avec les États-Unis. Et donc, j'en passe à ce que Trump a fait au débat en Australie. Quand Trump a été élu, on a été choqués à l'origine. Mais cela dit, après les 2 premiers mois, on pourrait résumer les impressions dans la communauté stratégique en Australie dans un article qui s'intitulait « Ne paniquez pas, ne vous détendez pas non plus ». Et donc cela reprend bien l'ambiance en Australie confrontée aux États-Unis de Trump. Il y a eu de belles évolutions, des évolutions positives du point de vue de la sécurité nationale australienne, l'accent mis sur l'Indo-Pacifique, l'accent mis sur le renforcement des capacités américaines, ce que l'on voit dans la déclaration de stratégie de sécurité nationale des États-Unis. C'est une bonne chose. On ne veut pas provoquer gratuitement la Chine ou provoquer des conflits dans la région, mais il y aura un engagement des États-Unis. Et donc le débat de politique en Australie est tout à fait séparé du débat général. On parle maintenant de l'Asie de l'Asie sans l'Amérique. Et je ne crois pas que les dirigeants évoquent cela. Ça ne doit pas être le cas. Même si les États-Unis ont fortement réduit leurs capacités, leurs engagements en Asie, ils pourront encore apporter une différence significative s'ils décident d'employer ces capacités. Mais j'ai commencé en parlant de l'Indo-Pacifique, en commençant par les autres acteurs dans la région. Et que ce soit le Quad ou les trilatérales ou la diversification, l'approfondissement de nos relations avec le Japon, l'Inde, avec Singapour, avec tout un tas de pays, y compris éventuellement la France,
tout cela, ce sont des signaux qui montrent aux États-Unis qu'on va partager le fardeau dans la région de plus en plus. Et donc, cela fournit des munitions à ceux qui, à Washington, soutiennent un engagement poursuivi et renouvelé des États-Unis envers la région Indo-Pacifique. Ça se comprend ce que j'ai dit ?